Le hasard a fait que je voulais faire un film sur Lyon, parce que je suis lyonnais, que j'en ai fait plusieurs de films sur Lyon, mais ils m'ont jamais plu. Donc, pour des tas de raisons. Et je me disais, avant de mourir, il faudrait que je fasse un vrai film sur Lyon. Et j'en parlais à un ami libraire qui me dit, tiens, tu devrais lire ce livre, il est pas mal, sur des souterrains qui étaient sous la colline de la Croix-Rousse à Lyon. Les souterrains, ils sont connus pas depuis très longtemps, depuis 1960. Ils ont été découverts par hasard parce qu'il y a une rue qui s'effondrait. Puis récemment, les archéologues se sont penchés sur la question. Ils ont fait 2 campagnes d'analyse au carbone 14 et sont arrivés à l'an 0, en gros, à l'Antiquité romaine. Et alors là, tous les historiens disent, mais c'est pas possible, parce que ça ne rentre pas dans la pensée des Romains de cette époque, et on ne voit pas pourquoi ils ont fait ça. Et la preuve, c'est qu'il n'y a aucun autre exemple de souterrain de ce type ailleurs. Et plus ils avancent, moins ils comprennent. C'est-à-dire qu'au lieu de s'approcher de la résolution, ils s'éloignent. Parce qu'au début, on a dit, c'est des égouts. Mais ce n'est pas des égouts. La disposition, la géométrie des souterrains correspond à rien. Donc du coup, c'était intéressant de s'engouffrer là-dedans, si je puis dire. J'ai fait des interviews de l'archéologue qui dit qu'il a travaillé mais qu'il ne sait rien. Alors il dit, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Alors le spectateur dit, s'il ne sait pas, pourquoi il l'a interviewé alors ? Et du coup, j'ai essayé au montage de raccourcir, comme fait tout monteur, on a envie que ça dure moins longtemps. Et si on le vire, après, on ne sait plus qu'on ne sait pas, puisqu'il n'y a personne pour nous le dire. Donc il faut le laisser avec du silence ou des temps morts. Ce qui se passe sous terre, c'est qu'on n'y voit rien et qu'on n'entend rien. Donc on est au contact immédiat de l'invisible, de l'inaudible, de l'inconnu. Amener le cinéma, qui justement est une chambre noire, dans un truc tout noir, ça fait sens, quoi. On se demande comment... Parce que pour moi, le cinéma, c'est un outil. C'est pas un but. C'est un outil comme les autres, ils ont des marteaux, etc. C'est un outil de connaissance, pour apprendre à connaître, en interrogeant le réel. Et aussi en interrogeant l'irréel, ou ce qu'il y a derrière le réel. Derrière le réel ? Prenons un exemple. Sous l'Opéra de Lyon, d'après un texte du XVIIIe siècle, arrivait un prolongement du réseau de galeries. Quel rapport peut-il y avoir entre la musique et le monde souterrain ? Quand on regarde un opéra, où est la musique ? Dans tous les opéras, l'orchestre est dans sa fosse, la fosse d'orchestre. Dans le trou, il y a la musique. Au-dessus de la fosse, il y a l'action dramatique avec les chanteurs en costume qui vivent leur vie. Et au-dessus, il y a le grill, comme ici. Le grill, c'est ce qui va donner la lumière pour voir l'action. Donc le grill, en fait, est en rapport très étroit avec la musique. Est-ce que les musiques parlent des souterrains ? J'en ai trouvé au moins 2. Il y a Debussy avec Péléas et Mélisande. Et puis Parsifal, où pour aller dans le château du Graal, le Perceval, Parsifal, est obligé de passer sous la montagne. Curieusement, la colline de la Croix-Rousse ne s'appelait pas, au Moyen-Âge, la Croix-Rousse. Ça s'appelait la colline du Mont-Sauvage. Le nom du château du Graal, chez Wagner et chez le troubadour Wolfram von Eschenbach, s'appelle Mont-Salvage, le Mont-Sauvage, le Mont-Salvant. Et puis le Graal, chez Eschenbach, c'est pas une coupe, c'est une pierre magique. Or, dans mes souterrains, il y a une pierre qui est là, on ne sait pas pourquoi. Une énigme de plus. Les habitués des galeries lui ont donné un nom, le gardien. C'est assez joli, donc cette pierre garde les souterrains, donc c'est une pierre qui vit. Mais qui a-t-il à garder dans ces lieux obscurs ? Pour répondre à cette question, le film évoque d'autres souterrains, d'autres lieux, d'autres mythes. Au début du film, j'évoque la Pythie de Delphes,
Pourquoi ? Parce qu'elle était sur une faille d'où sortaient des émanations sulfureuses qui la mettaient dans un état second qui lui permettait de prévoir l'avenir. Donc l'avenir est dans les souterrains, en fait, quelque part. Mais alors, où là, ça devient plus intéressant, parce que ça m'a frappé, c'est que dans la tradition, on dit que la Pythie est assise sur un trépied, au-dessus de l'ouverture de la terre. Évidemment, moi, quand on dit trépied, je pense cinéma, forcément. Qui est assis sur le trépied ? La caméra. Donc on a l'idée que la caméra, comme la Pythie, dérange l'ordre des choses. L'ordre des choses ? Mais quel ordre ? Il y a le dessous de la terre, silencieux, sombre, et au-dessus, la ville lumineuse, animée. Serait-ce cet ordre qui serait menacé ? Bon, il y a au-dessus, il y a au-dessous. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a... etc., etc. D'après Henri Corbin, depuis l'an 800, le monde, de plus en plus, vit dans un monde dualiste. Mais le monde antique, le monde ancien, le monde des gens qui ont construit le souterrain, d'ailleurs, vivait pas dans un monde dualiste, vivait dans un monde à 3 éléments. Donc il y a le dessous, le dessus, qui est le moins intéressant, et l'au-dessus. Donc ça pose une question métaphysique, forcément. Ce que Corbin appelle le monde de l'imaginal. Ce souterrain, c'est le monde de l'imaginal, c'est-à-dire que c'est pas le monde de l'imaginaire. C'est pas le réel non plus, c'est l'imaginal. En fait, c'est pas compliqué, c'est le sacré. Quand on entre dans un temple, dans une grotte préhistorique, vraisemblablement liée au chamanisme, on n'est plus dans le réel, mais on est toujours bien réel. C'est nous qui entrons, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc on entre dans un univers décalé que Corbin appelle l'imaginal. J'ai changé les ciels, comme si le monde de l'imaginal investissait le monde du dessus. Et les ciels que j'ai mis, c'est plutôt des ciels d'aube ou de crépuscule, parce que les poètes ou les peintres, ils aiment bien les couchers de soleil et les aubes. D'abord parce que les lumières sont plus jolies, mais surtout parce que c'est l'entre-deux. C'est ni le jour ni la nuit, c'est le crépuscule. Donc j'ai voulu faire un lion, si je puis dire, un peu crépusculaire. C'est pour ça que faire du cinéma, c'est interroger le réel. Grâce au montage, on peut rassembler, superposer des éléments épars de réalité. Et à ce moment-là, arrive un sens. Mais quel est ce sens ? J'en sais rien, parce qu'il faut faire d'autres films pour essayer de continuer à l'interroger.